présentation-là, on va voir comment les mathématiques et l'informatique ensemble essayer de voir comment, par exemple, améliorer, par exemple, comment ils font pour suivre un peu, disons que pour l'évolution de l'IA. Et là, ma présentation. Deux secondes, le curseur ici. OK, juste vérifier. Donc, ma présentation va se porter sur quelques points. Donc, je vais d'abord faire l'introduction. On peut parler de l'IA. Je pense que je ne vais pas trop passer du temps parce que le professeur Seck en a déjà parlé. Donc, je vais peut-être focaliser sur, disons, les piliers de l'IA. Donc, pourquoi l'IA et aussi le pipeline de l'IA. Comment on fait de l'IA. Quels sont disons, les process de l'IA. Comment l'informatique joue dans ce process-là et comment aussi les mathématiques aussi ont pu révolutionner et aussi être adaptées, disons, par rapport aux problématiques. Donc souvent, bon, l'intelligence artificielle, comme beaucoup de personnes sont en train de s'expliquer, bon, de manière très simple, de très ramassée, on peut dire que c'est simplement la capacité d'un ordinateur, et quand je parle d'un ordinateur, c'est l'aspect programme et modèle, pour un peu parler des maths et de l'informatique, à effectuer, disons, que des tâches. Et les tâches-là que la machine devrait effectuer est souvent, disons, allouée à, disons, une personne qui est plus intelligente. Donc là, c'est ça, en gros, une explication très simple de l'IA. Et souvent, disons qu'on peut aussi voir l'IA comme juste un ensemble de machines capables d'apprendre à travers l'information et en utilisant des modèles mathématiques. Donc, j'ai essayé un peu de voir, disons, que les piliers de l'IA. Donc, pour faire de l'IA, forcément, le premier pilier, c'est avoir l'information, qu'on appelle la donnée, et aussi avoir des modèles. Et donc, c'est, disons, que la combinaison de ces deux éléments-là qui font de l'IA. Et là, comme je dis, les modèles actuels ne peuvent pas fonctionner sans le premier, disons, le pilier. Et aussi, la qualité et la quantité aussi jouent sur la performance des modèles d'IA actuels. Et aussi, les modèles aussi, il y a aussi, comme l'a dit le professeur Seck, ils ont aussi beaucoup de biais. Et pour pouvoir éviter, disons, que les biais-là, souvent, on va travailler sur la représentativité, disons, du pilier numéro 1 et aussi de la diversité. Et donc là, pour un peu vous montrer l'importance du premier, disons, le pilier, et là, disons que vous pouvez aller sur, par exemple, un site, le paramètre c'est Scope. Donc là, imaginez qu'il estime que chaque seconde, actuellement, on a presque 2 millions, disons, 600 emails qui sont envoyés, et c'est vraiment énorme. Et il y a, par exemple, 488 000 messages WhatsApp, il y a, par exemple, 74 000 requêtes de Google, 250 000 sons écoutés sur Spotify. Il y a par exemple 5 900 messages sur X, il y a 4 500 photos extra. Et vous voyez ça, c'est simplement en quelques secondes. Et là, l'information là, disons, est énorme. Donc là, pour ce faire, on va voir comment l'informatique actuelle peut, par exemple, essayer de gérer, disons, cette masse-là d'informations que les gens sont en train de véhiculer. Et aussi, comment les mathématiques vont faire pour pouvoir, par exemple, adapter à ça. Donc, et pour dire, par exemple, le professeur, là aussi, disons que, dit tout à l'heure, donc là, maintenant, on ne fait pas de l'IA simplement pour faire un modèle mathématique. Ça aussi, il faut le voir. On ne fait pas de l'IA simplement pour faire de la recherche, disons, le plus ou moins. Donc, il faut voir que l'IA, maintenant, c'est, disons, un business. Et là, par exemple, ce que les gens font actuellement, en réalité, c'est de voir comment on peut tirer, disons, en profit le pilier de l'IA pour faire des modèles, des business models à forte rentabilité. Et là, comme vous le voyez, donc là, je pense qu'actuellement, disons que, bon, je dis souvent ça à mes étudiants, par exemple, les personnes les plus riches au monde, c'est vraiment des personnes qui travaillent dans l'IA. On peut citer, par exemple, Mark Zuckerberg, etc., etc. Et là, donc là, on va voir donc, comment par exemple, et là, ce qu'on voit actuellement, c'est que
il y a par exemple une explosion de la disponibilité disons, de l'information. On a aussi noté aussi l'augmentation de la capacité de stockage et aussi l'augmentation de la capacité de pouvoir analyser l'information. Et surtout aussi, disons que maintenant, disons, l'IA est devenue comme quelque chose que tout le temps, disons, il faut être à jour. Parce que là, disons que là, on a disons que la concurrence qui est là. Et là, disons que j'ai fait un peu le pipeline hein, de l'IA. Donc, comment on fait souvent de l'IA? Donc, souvent, on a le premier, disons, le plié. Donc là, ce sont, disons, que mes données que j'ai eu à récupérer. Et là, je vais voir d'abord comment le gérer. Et pour le gérer, souvent, c'est, disons, la partie informatique qui va le faire. Et après, quand je vais aussi voir sur chaque partie de l'IA, donc là, l'informatique a joué quel rôle. Et aussi, après avoir, par exemple, pu collecter et stocker l'information, donc là, je vais faire appel aux mathématiques qui vont voir, disons, que les relations qui sont autour de disons, que mes données qui sont. Et là, c'est fait, bon, pourquoi, par exemple, on a ce risque de l'IA là? Disons que c'est dû simplement au portable parce que les gens ont tendance à partager, à véhiculer beaucoup d'informations disons, en temps. Et là, donc, là, j'ai essayé de demander hein, donc, à Claude, à GPT de me faire un peu, disons, un dessin du pipeline. L'IA, quels sont les processus pour faire de l'IA? Et là, si on regarde bien, c'est assez compliqué. Mais donc là, les process de base, c'est quoi? Donc la première chose, on va récupérer l'information. Okay? On va par exemple voir l'information, c'est quoi les facteurs les plus importants. On va essayer de faire un modèle. Et ce modèle-là, disons, va revenir, va être stocké sur, par exemple, disons, un serveur, quelque chose. Et là aussi, ça va être implémenté au niveau de votre ordinateur ou même de votre, disons, le portable. Et là, donc là, les gens vont pouvoir utiliser ça. Mais ce qui est nouveau avec l'IA, disons que avant, disons, les mathématiciens, ils faisaient quoi? Souvent, disons, le mathématicien, il avait un bon modèle. Le bon modèle, disons qu'il marchait, il a bien écrit son article et c'est fini. Mais maintenant, le modèle mathématique est mis à jour. Là, donc là, à chaque fois, il faut le mettre à jour, il faut pouvoir l'améliorer. Et là, par exemple, et ça souvent, on est aidé par, disons, un informaticien qui va le mettre en déploiement. Après, on va faire, disons, le suivi, évaluation de notre, disons, le modèle qu'on a fait. Et tout cela, par exemple, c'est fait en synergie entre mathématiciens et, par exemple, informaticiens. Donc là, pour venir sur la partie informatique, je peux dire que l'informatique, c'est un peu le moteur, hein, le moteur de l'IA. Et là, donc là, vous allez vous allez le comprendre. Donc, la première phase pour faire de l'IA, c'est simplement de pouvoir, par exemple, avoir de l'information et de pouvoir le mettre en valeur. Le mettre en valeur, c'est juste de le prendre sous format, disons, le papier et le mettre au niveau machine, que soit, par exemple, exploitable. Et là, disons, on a vu, disons, que des évolutions qui sont extraordinaires. Avant, disons, que les gens avaient des informations sur, disons, le papier, sur un registre d'instruments physiques, disons, on gérait de manière manuelle. Après, on a vu, disons, une évolution avec les RP, donc là, qui ont commencé à développer. Mais maintenant, actuellement, je pense que les choses ont disons, évolué, que maintenant, on a même, disons, un système pour pouvoir, par exemple, automatiser des RP comme les iPads, les blueprints. Et là aussi, donc là, tout cette disons, que le pipeline là de pouvoir prendre l'information sur un bout de papier, de pouvoir trouver quelqu'un par exemple, pour le mettre au niveau de la machine, tout ça maintenant, disons que est par exemple, est automatisé à travers, disons, des workflows. Par exemple, là, tu peux utiliser disons, le process marker qui est plus, par exemple, utilisé actuellement. Et donc là, si on a pris l'information en papier, et là, disons qu'on l'a mis
on l'a mis, disons, au niveau de machine. Et là, disons que la deuxième phase, ça va être, disons, de synchroniser, disons, que l'information. Souvent, par exemple, supposons que je suis disons, un médecin, je vais voir le patient, je vais faire quoi? Je vais lui poser, disons, un ensemble de questions, je vais faire, disons, un RM, je vais faire autre chose. Et là, je pense que maintenant, avec l'IA, on peut pouvoir, par exemple, faire disons, une synchronisation de l'ensemble de ces objets-là que j'ai eu à récupérer. Et là, souvent, disons que souvent, on le faisait avec des essences manuelles d'information, des mises à jour, disons, le périodique, avec des batchs classiques. Mais actuellement, avec l'IA, donc là, l'IA a poussé à ce que les gens puissent le faire disons, en temps réel, avec des streaming en temps réel, avec des Apache, des Kafka, des Flink, des Apache streaming, et aussi, hein, disons que des réplications en temps réel des bases par exemple, disons, le capture, etc. Après la troisième phase, ça va être, disons, la phase de collecte. Et pour collecter maintenant, ce n'est pas seulement le fait de collecter, mais il faut collecter en garantissant que la qualité et aussi la fiabilité. Et avant, les gens le faisaient de manière manuelle, sur fichier Excel, etc. Et là, on avait évolué sur les XML, disons, disons, mais maintenant, les gens le font de manière plus avancée et plus rapide. Et là, par exemple, on a des pipelines pour pouvoir le faire. Il y a par exemple le Kafka, le Airflow, qui permettent de pouvoir faire la collecte de manière beaucoup plus rapide. Et de pouvoir même nettoyer quelques données de manière beaucoup plus automatique avec, disons, le grid exploitation, avec les DQ. Et là, par exemple, on voit que l'informatique est aussi en train aussi d'évoluer en rapport avec aussi l'IA. Et là, souvent aussi, pour faire de l'IA, on a besoin de pouvoir merger des fichiers. Okay. Et là, par exemple, avant, on le faisait, on créait un BD relationnel simple avec Oracle, MySQL, avec, disons, un fichier plat, Excel, etc. Mais là, on a vu que maintenant, disons, que les gens le font. Je pense que le professeur Sek en a un peu parlé disons, que des API. Maintenant, disons, on fait des API automatisés qui vont automatiquement aller, disons, aux sources et essayer de récupérer l'information. Et là aussi, on a connu aussi des évolutions ultra rapides avec les Apache, les NIMFI, et aussi, disons, que des systèmes pour essayer de fédérer aussi l'information avec les Starburst, qui est par exemple utilisé, disons, actuellement. Et là, disons que le stockage aussi a été évolué. Hein. Donc là, le stockage n'est plus sur un clé USB, un disque local, mais là, disons que le stockage a évolué. Donc là, on parle de stockage objet. Donc là, on ne parle plus de stockage sur, par exemple, plate, mais on parle de stockage objet, on parle même le format des fichiers qu'on doit stocker même a été modifié. Maintenant, donc, on parle de ORC, on parle disons, de parquet. Parce que là, il faut voir que l'IA, c'est disons que des milliards et des milliards d'informations qu'il faut stocker. Et là, donc là, on voit que les fichiers, disons que les choses qu'on avait ne marchent plus disons, que par rapport à ça. Et là aussi, quand on parle de l'IA aussi, il faut avoir à l'esprit que, disons, quand je fais un modèle, le modèle il doit être rapide. Donc là, si par exemple, je fais un modèle qui prend par exemple 2 secondes pour répondre, et par exemple un modèle aussi qui prend par exemple même pas 1 seconde, donc là, ça, par exemple, on va dire que le modèle disons que le second modèle est meilleur. Et là, par exemple, pour le faire, les gens aussi ont aussi travaillé sur, par exemple, l'accès rapide aux données pour réduire un peu disons, le temps de latence. Souvent, avant, les gens le faisaient avec des scales, des indexations. Mais maintenant, les gens le font avec des bases, disons que des bases de données mémoire avec des Redis, avec des bases, disons, avec les bases comme par exemple Face, Milvus, et surtout aussi Elasticsearch, qui est vraiment en train de pouvoir, disons, de révolutionner, disons, l'accès à l'information de manière plus rapide. Et là, par exemple, quand on parle de IA, il y a aussi le volume, disons, que du volume de l'information qu'il faut aussi essayer de pouvoir, disons, que gérer ça. Avant, par exemple, les gens le faisaient sur, disons, un disquette, un disque dur, Excel, disons, un serveur de stockage locaux. Hein. Mais maintenant,
disons que les gens parlent de cloud computing, je pense que des bases distribuées comme par exemple Apache Cassandra, Hadoop HDFS, et aussi des bases aussi pour compresser avec les, disons que les standards et sur le Snappy. Et là, disons que même aussi hein, la performance hein, de calcul aussi a évolué. Maintenant, bon, les gens parlent d'optimisation des algorithmes par exemple, disons, la quantification et le pre-learning. Il y a aussi, disons, que tout ce qui est aussi indexation avancée avec des arbres comme les B-trees, les Blood Features. Et là, par exemple, aussi, disons que pour l'évolution de stockage aussi, a tellement évolué. Bon, avant, bon, pour faire de l'IA, souvent, je suis en train de dire ça à mes étudiants. En faisant ma thèse, si par exemple, disons que je venais à Saint-Louis pour lancer juste un modèle, donc là, je lançais le modèle, il me fallait 3 jours pour avoir un résultat. Et souvent, je peux me rendre compte entre les 3 jours que j'ai fait erreur sur mon code, il faut que j'arrête en sorte pour attendre encore, disons, 3 jours. Et là, quand je remarque que si, par exemple, je pense à l'INRIA, en France, je lance le même code, et là, par exemple, je peux le voir en 2 minutes. Et là, vous voyez bien que donc pour faire de l'IA aussi, il faut avoir aussi que, disons, un serveur de calcul. Et c'est important. Et là, par exemple, avant, c'était que des serveurs monolithiques et disons, des calculs séquentiels. Mais maintenant, les gens ont évolué. Maintenant, on part sur le cluster, disons, le GPU. Et là, avec ce qui se passe actuellement, avec, disons, ce qui passe entre, disons, que les États-Unis et la Chine, c'est simplement qu'il y a quelqu'un qui est en train par exemple, de battre NVIDIA. Et ça, par exemple, c'est par rapport à ça qu'il y a tout ce bruit-là. Maintenant, par exemple, le stockage se fait maintenant sur des stockages, disons, que multi-cloud. Par exemple, au lieu seulement qu'on ait un seul cloud, on peut maintenant travailler sur des multi-clouds. Et ça, par exemple, ceci, par exemple, nous montre que l'IA aussi a permis aussi à l'informatique aussi de pouvoir aussi améliorer de manière aussi plus rapidement. Donc, pour ne pas que les mathématiciens se froissent, parce que je suis aussi mathématicien, mais je suis dans un département d'informatique. Donc, les mathématiques, il faut le voir comme, disons, que le cerveau. Disons qu'au début, j'avais dit que l'informatique est le moteur, mais les mathématiques est, disons, que le cerveau de l'IA. C'est, par exemple, celui qui va nous permettre de sortir l'essence qu'il y a, par exemple, sur disons, quelques données. Et là, je pose une question assez simple. Hein. Donc là, combien de personnes sont dans la salle pendant ma présentation? Je vois 20. Et là, souvent, disons que je dis à mes étudiants, si par exemple on vous pose ces genre de questions actuellement et que vous avez répondu 20, donc là, disons, là, ça suppose que vous êtes old fashion. Donc là, avec l'IA, avec cette question-là, disons que le gars n'attend pas à avoir un nombre. Donc là, avec cette question-là, il attend à avoir ça. Parmi les gens qui sont là, c'est quoi le profil? Qui sont-ils? Ok? Donc là, le nombre maintenant, donc là, les mathématiques, ce n'est pas seulement le résultat, donc là, à travers le résultat, on peut en sortir autre chose. Donc là, ce qui les intéresse, c'est le profil. Qui sont-ils? Qui sont là? Et là, par exemple, au-delà, disons, que des thèmes de l'IA, quels sont les autres thèmes qui pourraient les intéresser? C'est ça peut-être qui m'intéressera. Okay? Par exemple, quand sont-ils ou seront-ils intéressés? Donc là, quelle approche pour chaque, disons, profil? Par exemple, si par exemple, disons que je devais faire la présentation, je dois le faire pour chaque, disons, le profil. Et ça, pour voir ça, donc là, pour pouvoir faire ça, avec simplement une question basique, et ça, donc là, il faut utiliser les mathématiques sur, par exemple, l'IA, les mathématiques actuelles. Et là, pour le faire, donc bon, je vais essayer de faire un rappel rapide. Je pense que le professeur aussi a fait ça. Donc, le cœur des modèles mathématiques, c'est ça qu'on appelle apprentissage automatique. C'est ça le cœur. Donc là, ce qu'il fait, c'est simplement de pouvoir, par exemple, utiliser l'information et des algorithmes pour pouvoir imiter la façon dont les êtres humains apprennent. C'est simplement ça. Et là, par exemple, on a plusieurs méthodes. Bon, les méthodes les plus utilisées, c'est disons, machine learning, disons que machine learning qui travaille souvent sur, disons, que des fichiers matriciels, deep learning qui travaille sur, disons, que des images, NLP qui travaille sur, par exemple, du son et du texte. Et là, par exemple, on a aussi disons, que des approches. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la classification supervisée. C'est simplement
par exemple, si je veux comprendre, par exemple, la maladie, souvent on a les informations sur, disons, le patient, et aussi on a aussi la variable, disons, intérêt, qui est aussi la maladie. Par exemple, et là, il faut le faire avec les méthodes supervisées. Et là, il y a aussi des méthodes non supervisées. Là, par exemple, c'est, par exemple, si je veux connaître le profil, donc ça, je vais utiliser les modèles non supervisés. Je peux aussi utiliser aussi des méthodes, disons, de renforcement learning qui sont encore beaucoup plus évoluées. Donc là, pour le faire, donc là, il faut aussi avoir à l'esprit que, donc là, quand on fait des mathématiques pour l'IA, souvent, bon, les mathématiques, souvent les gens bon, voulaient avoir un modèle optimal. Par exemple, là, souvent, on se dit, oui, OK, est-ce que la convergence est respectée? Est-ce que l'hypothèse est respectée? Etc. etc. Mais maintenant, disons, là, on ne cherche pas, disons, à avoir vraiment des modèles optimaux, mais des modèles les plus faciles à appréhender. Les plus faciles, par exemple, qui vont répondre à ce que je veux. Mais là, par exemple, là, on va voir comment par exemple, les gens ont pu adapter pour voir ça. Là, je vois que le prof me fait des... Donc là, les mathématiques aussi disons on connaît, hein, disons que l'effort aussi, disons, de ce qu'il y a. Par exemple, j'avais dit que l'informatique a pu gérer le volume de mes informations. L'informatique a pu gérer la vélocité, ça veut dire que la vitesse. L'informatique a pu gérer la variété. L'informatique a pu gérer la valeur. Mais tous ces éléments-là impactent la modélisation. Comment? Par exemple, si j'ai des volumes d'informations, et l'information est représentée sous, disons, sous forme matricielle, et là, je me retrouve avec des matrices de grande taille, et aussi des matrices épaisses. Et là, disons, les modèles mathématiques classiques que les gens ont l'habitude de pouvoir utiliser ne marchent plus. Ce qu'on appelle le fléau de la... disons, le fléau de la dimension. Et aussi, le volume aussi. Donc là, on récupère beaucoup de paramètres. Ces paramètres-là vont, par exemple, engendrer une explosion combinatoire du nombre, disons, l'explosion combinatoire. Et aussi la variété. Par exemple, l'hypothèse de base des modèles statistiques, c'est quoi? C'est que les personnes sont IID, indépendantes, identiquement redistribuées. Et là, on voit qu'avec la variété, disons que cette hypothèse-là n'est plus respectée. Et là, par exemple, il faut le gérer. Et aussi, disons que la vélocité, la vitesse. Par exemple, là, pour faire un modèle mathématique, il faut aussi penser à la convergence. Et la convergence aussi, il faut aussi penser, disons, au temps de calcul que ça va faire. Et aussi la valeur. Par exemple, quand on fait un modèle mathématique, ce n'est pas seulement de faire, disons, une simulation de données de résultats, mais il faut comprendre les résultats, il faut les expliquer et les mettre dans, disons, un contexte. Par exemple, en médecine ou bien ailleurs. Et là, on va voir pour chaque cas comment aussi les mathématiciens aussi ont pu relever les choses. Par exemple, on ne peut pas faire de l'IA sans parler du base. La base, c'est algèbre. Donc là, souvent, l'ensemble des modèles IA se base sur l'algèbre. Et souvent, avant, on avait, comme je dis, hein, avec l'IA, on a le volume. Et souvent, disons que les gens faisaient des modèles séquentiels comme les versions de Gauss, de ce que sur le ski. Mais là, on a vu aussi, on a des évolutions. Maintenant, les gens parlent de factorisation qui est, disons, redistribuée des PCA. Par exemple, maintenant, même les gens même parlent de méthodes de sous-estimation, que nous parlons randomisées. Par exemple, même des méthodes de pouvoir d'inverser la matrice à travers des blocs, et chaque bloc va être envoyé sur, disons, un GPU. Et là, c'est par exemple le QBARS qui permet de faire ça. Et là aussi, on ne peut pas aussi parler aussi de l'IA sans parler aussi de la statistique. Et la statistique de base, c'était quoi? Le problème qu'on avait, l'hypothèse de base de la plupart disons, des lois statistiques, c'était que les données étaient par exemple ID. Mais maintenant, on n'a plus ça. Donc, il faut savoir que les données que j'ai, et là, avant, les gens utilisaient des modèles, disons, le paramétrique, disons, les modèles linéaires généralisés. Et aussi, on a évolué avec les MCC qui ont beaucoup évolué dans ce cas. Mais maintenant, les gens parlent de Bayesian, disons que de Bayesian sur un réseau. Donc, l'estimation des flux, parce que là-bas, l'information vient en temps réel. Et là, par exemple, il faut le gérer. On a maintenant ce qu'on appelle le streaming statistique qu'il faut aussi faire. On a aussi le online, disons, learning qui est aussi en train d'évoluer.
Et toujours hein, sur le cadre statistique, donc là, en statistique, souvent, on fait de l'estimation des paramètres, des hypothèses classiques, mais là aussi, on voit que même les hypothèses, même les estimations classiques, souvent ne marchent pas bien. On a les estimations des moments, les bootstraps sur les précessions, mais là maintenant, les gens parlent maintenant d'inférences, disons, causales, disons que des estimations basées sur disons, que l'apprentissage. Et là, par exemple, on voit que les choses aussi évoluent. Et aussi, hein, on ne peut pas parler aussi de l'IA mathématique sans parler d'optimisation, parce que l'optimisation, disons, c'est vraiment aussi le cœur aussi de l'IA qui permet d'avoir des réponses assez rapides. Et là, la problématique, c'est que les fonctions qu'on avait n'est pas, disons, convexes. Bon, on peut le faire, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que on a, par exemple, une explosion de la combinatoire. Par exemple, là, bon, si on fait un coup de RNN, souvent, on voit que, disons, que la fonction que je veux optimiser, souvent, par exemple, il y a le problème de Van Ness, disons qu'au fil du temps que mon modèle optimise, je vois que, disons, que je perds en convergence. Et là, par exemple, on voit que maintenant, on a des choses aussi qui ont évolué. Hein. Il y a, par exemple, disons, que le deep learning, disons que pour le renforcement, on utilise aussi des méthodes de renforcement pour pouvoir faire ce qu'on appelle de l'optimisation adaptative. Et là, on voit aussi que les méthodes aussi mathématiques aussi sont en train aussi de pouvoir évoluer. Et par exemple, si on récupère souvent l'information, c'est souvent sur, par exemple, un espace. Et là, je dis que l'information est variée. Donc là, disons que l'espace est devenu complexe. Par exemple, on a maintenant des graphes, des variétés, disons un tenseur. Et là, par exemple, souvent, on utilise des approximations, disons, le multimodal, des espaces de Banach et de Hilbert. Après, les gens vont évoluer sur tout ce qui est kernel SVM, les PCA non linéaires. Mais maintenant, les gens parlent de manifold, disons, pour learning des architectures basées sur la, disons, sur la géométrie. Donc là aussi, souvent, pour pouvoir mesurer le modèle, souvent on utilise la théorie de, disons, que l'information. Souvent utilisé, par exemple, une théorie disons, théorie de Kullback, par exemple, qui est disons, utilisée en l'IA. Mais là, on a aussi des évolutions. On a des modèles pour le faire maintenant avec des codages sur les réseaux. Et aussi, au niveau des graphes aussi, hein, l'IA aussi a permis aux graphes et aux réseaux complexes de pouvoir aussi évoluer. Parce que souvent, on a maintenant des réseaux qui sont très massifs. Et pour cela, pour ce faire donc là, les gens ont fait de l'apprentissage, disons, profond au niveau des réseaux. Il y a disons, le graphical neuronal qui est en train de pouvoir avancer. Et aussi, aussi la modélisation en série, parce que souvent, par exemple, quand je veux modéliser la langue, quand je veux utiliser la parole, quand je veux utiliser, disons, que le texte, je sais que le mot que je vais dire est dépendant du mot que j'avais dit. Et là, par exemple, il y a une relation, disons, temporelle. Et là, par exemple, il faut capturer cette dépendance-là, prédire l'incertitude. Et là, les gens utilisaient des modèles de Harima, des filtres de Kalman, des LSTM. Mais là, maintenant, c'est plus évolué. Les gens parlent de, disons, de time series, Farmer, avec les modèles de LLM maintenant, les gens parlent de modélisation multi-SL avec attention, ce qu'on appelle, disons, que le self-attention. Si je veux aussi modéliser aussi que des données spatiaux, donc là, souvent, par exemple, quand je prends des images, disons, de la vallée du fleuve et qui dépend aussi du temps, là aussi, il faut le modéliser, il faut prendre, disons, que l'espace, l'image comme l'espace, et aussi, disons, que la séquence des photos comme disons, l'aspect temporel. Et ça, par exemple, on a des corrélations qui sont beaucoup plus complexes à gérer. Et souvent, on utilise des modèles bayésiens hiérarchiques, des modèles spatiaux comme les Sarima. Mais maintenant, les gens utilisent disons, du conventionnel sur, disons, des espaces pour elles, et aussi des modèles de hybrid attention qui sont évolués actuellement. Et pour finir, par exemple, je pense que l'interopérabilité aussi des modèles aussi est, par exemple, important. Par exemple, souvent, quand on a fait un modèle, on voit l'importance des variables, on teste la significativité,
comparaison de moyenne, comparaison de trucs. Mais maintenant, bon, les gens ont vraiment évolué avec tout ce qui est Shapsh, tout ce qui est aussi Lime, aussi pour pouvoir vraiment expliquer disons, la classificabilité de mon modèle. Et là, par exemple, les gens maintenant le font avec des graphes disons, de causalité, où tu peux mettre une graphe de causalité sur, par exemple, l'ensemble de tes variables, voir bon, quelles sont les variables qui sont liées à travers les graphes. Et aussi, toujours avec les LLM, par exemple, bon, les gens le font maintenant avec des attention mécanismes. Et là, par exemple, pour un peu rapidement parler, bon, je ne peux pas parler de maths sans faire de maths. Et quand je veux gérer un modèle sur, disons, si par exemple, disons un texte, bon, le modèle de base, les gens l'ont amélioré, c'est simplement, disons, que les Markov que les gens connaissent. Et là, bon, les gens maintenant parlent beaucoup de, disons, que de méthode de résolution neurones. Mais en réalité, en mathématiques, c'est simplement quelque chose d'assez simple. Hein. Simplement, disons, une multiplication de deux, disons, j'ai disons, une matrice qui est, par exemple, représentée par l'image, et une autre matrice qui est représentée, disons, que par exemple, le filtre. Si je veux faire de la convolution, si, par exemple, je veux voir à travers l'image, à travers le visage de la personne, est-ce que la personne est, par exemple, heureux ou ne l'est pas, ce que je vais faire, je vais juste essayer de jouer sur, par exemple, ce filtre-là, qui va me permettre de voir ça. Donc là, et aussi pour le son, hein, les gens utilisent les choses que les gens connaissent aussi, tout à l'heure, ce qu'on appelle la formation de formation. Souvent, par exemple, on prend le son, on va le transformer sur, par exemple, une courbe. C'est ça aussi que les gens utilisent jusqu'à maintenant. Et aussi, bon, le classique entre la plupart des modèles, c'est disons que la régression heuristique qui est disons que encore utilisée actuellement sur les modèles mathématiques en IA. Et pour finir, souvent les gens me disent que expert en IA, et moi dans mon fort intérieur, disons que je dis astafurlah. Et pourquoi je dis astafurlah? C'est que, par exemple, pour faire de l'IA, il faut maîtriser tout ça. Par exemple, il faut avoir quelqu'un qui gère, disons, la partie infra. Il faut quelqu'un qui gère la partie ressources. Par exemple, bon, combien de personnes vont être connectées. Il faut aussi quelqu'un qui sait aussi le process, disons, le pipeline. Il faut quelqu'un qui gère le monitoring. Le monitoring, ça peut être sur, par exemple, le serveur, ça peut être sur quelques données. Il y a aussi quelqu'un aussi qui va gérer le modèle. Il y a quelqu'un qui va gérer le collecte, l'extraction, la validation, la configuration. Pour vous dire que pour faire de l'IA, je pense qu'il faut obligatoirement avoir une combinaison entre les informatiques et les mathématiques. Et aussi, on ne fait pas de l'IA pour l'informatique, on ne fait pas de l'IA pour les mathématiques. On le fait pour disons, un expert, par exemple un médecin, un géologue, etc. Et donc là, pour faire de l'IA actuellement, il faut, disons, un tout. Souvent, quand les gens me disent que expert en IA, j'ai peur. Parce que là, je dis à là, parce que là, pour faire de l'IA, il faut tout maîtriser. Et moi, disons que mes compétences de base, c'est simplement sur la partie modèle. Donc, mais bon, comme que c'est quelque chose qui est en vogue, donc les gens parlent. Donc là, et pour essayer de conclure, je dis souvent que les mathématiques, ils fournissent les modèles. Hein. Et là, ces modèles-là, elles vont permettre de quantifier, de prédire, de modéliser des phénomènes complexes. Et là, par exemple, plus que le phénomène est complexe, plus il faut que les mathématiques évoluent. Il faut que, par exemple, certaines hypothèses soient, par exemple, soient revues pour que les choses marchent. Et l'informatique, souvent, disons, il gère souvent la partie infra. Par exemple, pour que le modèle soit, par exemple, accessible, soit, par exemple, rapide, soit, par exemple, extra. Et là, par exemple, ce sont les mathématiques et l'informatique, ce sont deux choses qui ne peuvent pas aller l'un. Il faut qu'il y ait toujours, disons que, un apport entre les deux. Et pour finir, souvent je montre ça à mes étudiants. Je dis, pour faire des maths, il faut être très bon en algorithme, être aussi hyper bon en mathématiques. Et c'est ça qui fait maintenant que tu peux maintenant faire les modèles mathématiques.
Et là, par exemple, pour vous dire que machine learning, c'est simplement des maths plus de l'informatique. Et merci beaucoup. Donc je pense que ça aussi, c'est une belle définition. Ensuite, il a axé sa présentation sur les données, en disant qu'on ne peut pas faire de l'IA si nous n'avons pas les données pour le faire. Donc ça aussi, c'est un aspect qui est extrêmement important. Ensuite, il a essayé de développer le lien entre l'informatique, en disant que l'informatique pour lui, c'est le moteur, et que les mathématiques constituaient le cerveau de l'intelligence artificielle, pour essayer de faire le pont entre les deux. L'IA aussi, il a développé en termes d'infrastructure pour dire qu'on peut pas faire l'IA aussi sans la puissance de calcul. Donc ça me permet de faire aussi la publicité de la Synérie. Le seul supercalculateur que nous avons au Sénégal, il est chez nous. Donc vraiment, ceux qui font l'IA aussi, vous avez besoin d'une puissance de calcul. Vous n'avez pas besoin peut-être d'aller acheter ça ailleurs. Le Sénégal dispose de cette infrastructure-là qui est là pour tout le monde. Et enfin, Seydou a essayé de s'appesantir plus, en tout cas sur l'apport des mathématiques dans l'IA. Donc ça aussi, je pense que ça va être un grand sujet de discussion. C'est vrai que nous voulons encourager tout le monde à faire l'IA, mais je pense qu'il ne faut pas que les maths constituent une barrière. Je pense que moi, je vois aujourd'hui aux États-Unis, où des formations en IA sont faites pour des littéraires. Donc je pense que c'est la manière peut-être de transmettre les choses, c'est la manière d'appréhender les choses, mais je pense qu'il ne faut pas aussi que la science, les mathématiques et autres constituent un frein pour le développement de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut s'ouvrir, il faut permettre à tout le monde, en tout cas, de l'appréhender pour pouvoir aller de l'avant. Donc nous sommes pris par le temps, mais nous allons prendre quelques questions. J'ai regardé en ligne, mais pour le moment, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des contributions, questions dans la salle? On va en prendre 2 ou 3. De l'écouter parce que j'ai déjà beaucoup entendu parler de ce qu'il fait. Et donc, ma question fondamentale, elle est vraiment sur la dernière slide. Hein, la slide du Astaghfirullah. Parce que j'ai particulièrement apprécié parce que, d'ailleurs, le professeur Thiaré est revenu, c'est qu'on est vraiment dans la multidisciplinarité, c'est la complémentarité. Et je pense que ce serait utile pour tout le monde qu'autour de cette slide-là, qu'il y ait un développement pour montrer justement et indiquer dans quel domaine chacun peut aller faire son marché, si j'ose dire. Donc voilà, c'est vraiment une demande que tu puisses approfondir cela et éclairer un peu mieux la lanterne des uns et des autres, pour qu'ils puissent s'y retrouver. Merci beaucoup. Autre question, contribution? Professeur? Merci. Nous, on se noie là-dedans, hein, parce que c'est des choses qui ont relativement bien évolué. Mais quand on regarde, même nous, on se rend compte. On ne voit pas, on ne le sent pas souvent, mais ça nous rattrape. Comment? Professeur Papivre Samb, biologie végétale. C'est-à-dire que quand nous commencions, nos recherches, il fallait aller à la bibliothèque toutes les semaines. Toutes les semaines. Et là-bas, on avait Biological Abstracts, Current Contents. Il fallait suivre ça. Mais il ne fallait pas rater une semaine. Or, malgré tout ça, j'y étais. Mon professeur y était. Mais il a fallu, la veille de ma soutenance de DEA, pour que Émile Diou, qui était dans le jury, m'appelle dans son bureau. Il m'a dit, mais vous êtes en train de faire votre DEA sur Justia repens. Alors, j'ai un autre article ici sur Ludwigia ascendens. Mais il me semble que vous travaillez sur la même plante. Justia repens est un synonyme de Ludwigia ascendens. Donc, la soutenance que j'allais faire le lendemain était presque nulle, parce que ce que je faisais, c'était déjà fait ailleurs. Si quelqu'un voulait me dire que vous avez triché, il aurait pu le dire. Heureusement, j'étais sur plusieurs questions. Donc, et ça, aujourd'hui, on se rend compte de l'évolution des choses.
current contents, biological abstract, tout ça maintenant sur votre machine et à l'instantané, vous pouvez avoir toutes ces données-là. On était en train de regarder auteur index, subject index, etc. Plusieurs entrées, mais là, maintenant sur un clic, devant votre machine, vous avez tout ça. Donc, nous disons que ça a évolué. Donc, on sent ce que vous faites, vous, on le sent dans notre domaine. Et également, c'est important parce qu'aujourd'hui, avec Academia, chaque fois qu'on cite quelque chose sur mes écrits, sur mes publications, on m'informe que tel, dans tel pays, vous a cité. Et donc, quand on se met derrière, on retourne, il y a 30 ans, 40 ans, on voyait la masse de données qu'il y avait et qu'il fallait surveiller. Si vous ne les surveillez pas, vous tombiez dans des choses qui étaient... Où vous pouvez tomber, comme dans le cas où je viens de vous dire, dans des cas de nullité de votre thèse, alors que vous êtes en train de soutenir. Donc, les choses ont bien évolué et on l'accepte avec vous. Mais jusqu'où nous, on peut être connecté à savoir les derniers domaines, là, je pense que ce sera pour nos fils. Merci. Par exemple, actuellement, les gens vont nous parler de ChatGPT, de DeepSeek. Et là, par exemple, on nous pousse plutôt à par exemple, utiliser, mais pas à comprendre ce qu'il y a dans cette affaire-là. Je pense que pour cela, je pense que même pour les, disons que, en termes, disons, de formation, il faut les séparer. Donc là, on a des personnes, par exemple, qu'on va essayer, disons que on va les apprendre comment utiliser, disons, ces outils-là. C'est important pour que, par exemple, les gens puissent le faire. Mais aussi, à côté aussi, il faut aussi que, disons, qu'on puisse avoir des gens capables demain de pouvoir avoir un chat automatisé qui est, par exemple, fait ici. Je m'explique, par exemple, souvent, j'ai beaucoup participé à l'élaboration des curriculums de formation en IA. Souvent, je dis, mais c'est à l'école de voir sur quelle voie il va aller. Si l'école veut avoir, par exemple, un gars qui sait seulement utiliser l'IA, donc je pense que c'est possible. Donc là, on n'a pas besoin de faire beaucoup de mathématiques, de faire beaucoup d'informatique. Il faut juste l'apprendre à faire le prompt engineering, à savoir comment poser sa question. Et si, par exemple, on autre dit, moi, le curriculum que je veux, c'est avoir des personnes qui vont comprendre les algorithmes, qui vont pouvoir demain avoir leurs propres algorithmes qui seront meilleurs que ce que les ont actuellement. Et ces personnes-là, il faut forcément qu'il y ait un très bon niveau en mathématiques et aussi un très bon niveau en informatique. Donc je pense que ça va dépendre de quel, disons, le politique on va aller. Mais souvent, les gens parlent, ouais, il faut que, disons, qu'on forme tout le monde. Mais il faut savoir qu'à chaque fois, il faut faire la séparation des choses. Parce qu'actuellement, on a des gens dont leur métier, c'est simplement de pouvoir utiliser l'IA. Leur métier, c'est ça, utiliser l'IA. D'autres, leur métier, c'est de fabriquer l'IA. Donc je pense que ça aussi, il faut qu'à chaque fois qu'on parle des pédagogies, du curriculum, il faut aussi penser à ces deux aspects-là. Je pense que le premier aspect, le premier volet, ça peut être quelque chose, disons, le public. D'autres aspects, il faut vraiment, par exemple, le faire. Et aussi, par exemple, souvent, le problème qu'on a, nous, quand on enseigne des cours de l'IA dans les universités, c'est quoi? Par exemple, je donne mes exemples. Je suis professeur à Bombay et je suis dans un département d'informatique. Et quand je parle de l'IA, je parle de maths. Les étudiants ne comprennent pas. Je dis OK. Donc là, il faut que je puisse m'adapter pour expliquer les mathématiques basiquement. Et quand je pars en Saint-Louis, je fais le même cours dans un département d'informatique, plutôt dans un département de mathématiques. Et là, les étudiants sont à l'aise avec les maths, mais ils ne sont pas à l'aise avec, disons, que les algorithmes. Par exemple, quand je leur dis de lancer le calcul en prison, le parallèle, ils me disent, OK, monsieur, ça on n'a jamais vu. Et là, je pense qu'actuellement, on doit pouvoir faire des curriculums, des formations qui vont essayer de combiner les deux. Et aussi, important aussi de pouvoir combiner aussi, disons, l'aspect, disons, que le métier. Par exemple, leur expliquer que faire de l'IA, ce n'est pas seulement quelque chose de fun, c'est du business. L'IA maintenant est du business. Comme je dis souvent à mes étudiants, on ne peut pas être pauvre et faire de l'IA.
Donc là, disons que c'est vraiment du business. Donc ça aussi, il faut que les étudiants puissent le savoir, que après cette formation-là, ils peuvent faire des startups, créer des trucs. Et là, ça me revient à répondre à professeur Seck. Disons qu'actuellement, l'IA, c'est c'est partout. Par exemple, disons que j'ai fait un IA sur, par exemple, la masturbation des femmes. Je n'ai jamais... là, c'est quelqu'un qui a pris, on a fait. Je vous dis que, par exemple, là, moi, je trouve que nous, en tant que développeurs de l'IA, on est plutôt des utiles. Donc là, on peut aller dans n'importe quel domaine, dans l'agriculture, dans la santé, dans le truc. Mais à la base, il faut qu'on puisse savoir sur où on veut aller. On veut faire des gens qui puissent utiliser, ou bien on veut faire des gens qui puissent le faire. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes rattrapés par le temps, donc je pense que nous allons devoir nous arrêter là pour la deuxième keynote et avancer dans la prochaine session. Merci beaucoup.